Bien, bonjour à toutes et tous, bonsoir pour ceux qui sont en Asie, Vous m'entendez? à ceux qui nous lèvent, ceux qui se lèvent depuis Boston. Je suis Marie-Pierre Favre, directrice du développement international pour le groupe INSA. Et au nom du groupe INSA, eh bien, bienvenue pour ce 8e INSA Talk, avec un sujet qui nous anime particulièrement aujourd'hui, le rôle de l'ingénieur engagé dans la transition écologique. Et vous êtes d'ailleurs représentant des 14 établissements membres du groupe INSA, je les rappelle, 7 INSA en métropole, INSA Euroméditerranée et 6 écoles partenaires. Donc merci d'être nombreux et je pense que le nombre de participants va croître encore puisque nous étions proches des 200 inscrits. Alors, vous connaissez les règles, vos micros sont éteints, vous pourrez poser toutes les questions via le chat. Et aujourd'hui, c'est Hélène Keguiner, qui est diplômée INSA Lyon, génie industriel 2010. Hélène est cofondatrice de la start-up Éco-Local. Elle est également éco-consultante. Et c'est de Tokyo qu'elle va donc animer tout à l'heure la partie questions-réponses. Alors aujourd'hui, ce soir, encore une fois, selon où vous êtes, eh bien, 4 invités. Et j'ai plaisir à vous présenter le premier d'entre eux, Abdelatif Miraoui, qui est directeur de l'INSA Rennes. Il est également vice-président changement climat et développement durable pour le groupe INSA. Il est également président de la commission relations internationales de la conférence des grandes écoles. Abdelatif, c'est à toi. Bonjour à tous et d'abord un grand merci à tous nos alumni et tous les autres collègues qui sont présents. Et je suis tenté de dire tout de suite au nom du groupe INSA, on est fiers de vous d'abord parce que vous êtes vraiment les ambassadeurs de notre groupe et bien évidemment les ambassadeurs de vos pays différents. Et je sais combien c'est difficile de sauter le pas et de partir à l'étranger. Je dirais pour la première fois, une fois qu'on le fait, après on s'habitue. Et je peux vous dire qu'avec ma petite expérience, c'est la première fois qui est la plus difficile. Après, on y prend goût et bien évidemment, ça fonctionne assez bien. Bien évidemment, le sujet d'aujourd'hui, il nous préoccupe tous et je pense que vous y êtes très, très sensibles. Je pense qu'au sein du groupe INSA, nous sommes en train de retravailler notre modèle social. Et donc, bien évidemment, pour essayer de faire un peu plus d'inclusion et de revenir un peu sur les fondamentaux, et qui sont en particulier de former des ingénieurs humanistes responsables et qui s'inscrivent dans la société, qui puissent répondre à des enjeux de société. Bien évidemment, les technologies évoluent et qu'il faut absolument continuer à faire en sorte que la formation d'ingénieurs reste au moins concomitante, si ce n'est pas anticipante des besoins. En tout cas, c'est ce que nous faisons pour que la recherche puisse arroser, diffuser sur le plan scientifique et puis qu'elle puisse transmettre les connaissances aux étudiants et aussi les transmettre aux entreprises et au monde socio-économique. La problématique justement des transitions écologiques est pour nous aujourd'hui essentielle. Je pense que ce n'est pas tout simplement parce que nous, on est sensible. Bien évidemment, on a une jeunesse, ce que j'appelle encore la génération Z qui est aujourd'hui dans nos établissements et bientôt on va recevoir la génération Alpha qui est née avec l'iPad et on le voit que la jeunesse est de plus en plus sensible à ces questions des transitions écologiques, de développement durable. Et une des fortes idées que nous sommes en train de mettre en place, c'est comment intégrer toutes ces composantes et ces transitions écologiques dans la formation. Alors l'idéal, bien évidemment, il faut que ça soit dans la maternelle, le primaire, le lycée, que bien évidemment, nous, on s'occupera d'un rôle un peu plus évolué encore, parce qu'on est dans le supérieur. Mais on sait que ce n'est pas le cas dans tous les endroits, même si on a fait beaucoup de progrès. Et donc, aujourd'hui, une des questions, c'est on peut prendre ces transitions écologiques et puis faire les formations nécessaires de manière un peu modulaire, comme ce qu'on fait, un peu séparé. Je prends par exemple le cas de développement durable, on peut l'enseigner dans un module séparé, alors que la vraie question aujourd'hui, les vraies ruptures qu'on devrait faire, les changements de paradigme, c'est de pouvoir former les jeunes au développement durable, aux énergies, l'économie d'énergie, etc., mais à l'intérieur de nos modules sciences et techniques. Ça veut dire comment emboîter
toutes les compétences liées aux transitions écologiques, mais les emboîter dans les contenus sciences et techniques. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans le génie civil, il faut absolument que pendant les travaux pratiques ou pendant le cours ou les travaux dirigés de génie civil, de mécanique, de toutes les thématiques d'électronique ou même d'informatique, parce que vous savez qu'il faut que nos jeunes soient sensibles qu'il ait une instruction ou un code dans un logiciel, qu'est-ce qu'il peut générer comme perte d'énergie, comme consommation. Et je pense que c'est comme ça qu'on va répondre à ces transitions, donc les intégrer, mais vraiment complètement dans le dispositif de formation, de projets, de travaux pratiques, et non pas les sciences humaines et sociales qui enseignent ces compétences un peu à côté. Donc voilà un enjeu qui pour moi est essentiel, et en tout cas on est parti pour ça, pour essayer de changer de forme, et puis en même temps donner un peu plus de contenu à ces compétences. Je pense que vous les connaissez, vous les avez subies d'une autre manière, et que maintenant on va essayer de sauter le cap. On travaille beaucoup avec le travail que fait le Shift Project, est pour nous essentiel, parce que ça va nourrir, en tout cas dans nos INSA, ça va nourrir un peu nos formations, nos contenus, et on voit qu'il y a une demande de la part des étudiants pour tout ce qui est compétences dans ces domaines, transition numérique, transition écologique. Et donc, je tenais absolument à vous dire d'abord qu'on est fiers de vous, et que le contact devrait continuer. Et je remercie Marie-Pierre Favre et toute l'équipe qui a travaillé avec elle pour monter cette réunion, et je suis très heureux de pouvoir faire connaissance. Moi qui viens d'arriver au mois de janvier, et je suis un intrus dans les INSA parce que je viens des universités de technologie, de Belfort-Montbéliard en particulier, mais après un intermède à l'étranger. Donc, un grand honneur, et très ravi d'ouvrir cette manifestation. Et encore une fois, un grand merci d'être là, et merci à Marie-Pierre. Merci beaucoup, Abdelatif, pour ce propos introductif. Tu l'as dit, donc le groupe INSA, sa communauté est vraiment engagée. J'en profite pour saluer aussi Patrice Le Guédron, qui est le directeur de la formation de l'INSAREN et qui fédère et anime la commission de formation du groupe INSA. Et encore une fois, donc très engagé dans cet enjeu. Alors, avant de commencer, de laisser la parole aux intervenants, un petit sondage simplement pour savoir finalement qui est autour de la table, de l'écran aujourd'hui. Voilà, ça devrait être très rapide, parce qu'on a une belle diversité justement de représentants de la communauté INSA. Je laisse encore quelques secondes. Vous êtes une soixantaine là, de connectés pour l'instant. Ça permettra aussi aux intervenants d'ajuster finalement leur discours. Il y a encore quelques-uns. Bon, c'est assez équilibré. Vous le voyez, je partage avec vous, vous devriez voir. Donc, on a à la fois des étudiants de premier cycle, en tous les cas les 3 premières années, mais aussi de cycle ingénieur et notamment 4 et 5. Une petite majorité d'alumni. Je sais qu'encore une fois, certains nous rejoignent de différents pays, des 4 coins de la planète, et puis des personnels. Alors, aujourd'hui, donc, nous avons 3 diplômés, Quentin, Laura et Frédéric. Alors, Quentin, diplômé de l'INSA Lyon, génie énergétique et environnement, promo 2018. Il est rentré de Singapour il y a quelques mois. Il était déjà Energy Engineer et il est maintenant chef de projet énergie chez Energy Management à Genève. Quant à Dora, elle aussi diplômée de l'INSA Lyon, GCU, Génie civil et urbanisme, promo 2016. Elle est chef de projet environnement Asie-Pacifique et Middle East chez Vinci Énergie. Et c'est de Singapour qu'elle s'exprimera. Enfin, Frédéric porte les couleurs de Rennes, informatique 2005. Il est Director Carbon to Value Initiative chez Urban Future Lab à Boston. Et donc, pour Frédéric, c'est un breakfast talk, I would say, puisqu'il est à peine 7 heures du matin chez toi. Donc, à tous, merci de bien respecter le timing pour que nous ayons ensuite du temps pour les échanges. Quentin, the floor is yours. Merci Marie-Pierre. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Étant le plus jeune des intervenants, donc j'ai donc l'honneur de commencer aujourd'hui. Alors mon message, il va s'adresser à tout le monde, mais plus particulièrement aux étudiants encore de l'INSA, parce que moi, le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est que oui, c'est possible de commencer une carrière dans la transition énergétique et à l'étranger en même temps, et dès la sortie d'école, donc dès son diplôme en poche. Comme l'a dit Marie-Pierre, je suis actuellement sur Genève, en Suisse, et je reviens de 2 ans à Singapour. Donc, j'ai commencé ma carrière à Singapour dans une start-up. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas obligé effectivement d'être ultra connaisseur de toute la transition énergétique pour vouloir travailler dedans. Moi-même, il y a 5 ans, j'étais en pleine section sport-études en prépa intégrée à l'INSA de Lyon. Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec, c'est une section où on réalise les 2 premières années en 3 ans pour pouvoir faire pas mal de sport à côté. Donc moi, c'était du handball, donc je vivais handball, hein, on mangeait handball, on travaillait les cours et après on respirait handball, ce qui fait que les questions écologiques et environnementales n'étaient pas du tout abordées, quasiment inconnues avant en fait que j'arrive en 3e année à l'INSA Lyon, où j'ai intégré le département GEN. Donc là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes qui étaient bien plus sensibilisées que moi sur ces domaines-là, qui m'ont permis d'apprendre beaucoup sur les questions environnementales, écologiques, énergétiques. En plus de ça, on a eu donc les cours adéquats qui ont permis d'avoir des connaissances techniques, hein, donc sur tout ce qui était énergie, production énergétique, tout type de production. Hein, ça peut être les énergies renouvelables comme les fossiles, le nucléaire, voilà, l'ensemble, un petit peu la vue économique, macroscopique, on va dire, de la problématique. Et c'est un domaine extrêmement vaste, extrêmement intéressant, qui me passionne. Donc, j'ai voulu travailler là-dedans. Et en même temps, j'étais très aussi envieux de vouloir découvrir ce que c'était d'autres pays, notamment l'Asie du Sud-Est, que je ne connaissais pas du tout. Donc, je suis parti à Singapour, un petit peu au hasard, où grâce au réseau français, j'ai réussi à trouver une start-up qui travaille dans l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc vraiment avec une approche très analyse de données. Hein. On prend un bâtiment ou un portfolio de bâtiment et on regarde un petit peu toutes les composantes énergétiques qui peuvent en découler et on essaye d'optimiser le bâtiment comme ça. Donc pendant 2 ans, ça a été extrêmement challengeant. Je ne sais pas si je peux dire que j'étais un acteur de la transition énergétique, mais en tout cas, voilà. Essayer de convaincre nos clients et nos prestataires, etc., que il faut pousser sur un petit peu de sobriété, sur optimisation des consommations énergétiques là où il y en a besoin ou là où il n'y en a pas besoin. Ça fait partie effectivement des compétences qui sont demandées pour un ingénieur. Après cela, je suis revenu donc, en Europe pour des raisons personnelles et j'ai trouvé encore grâce au réseau français, notamment le réseau INSA, un travail de chef de projet énergie à Genève. Donc là, je m'occupe sur des missions un petit peu différentes, donc des réseaux de chauffage à distance, toujours un petit peu d'optimisation énergétique des bâtiments, etc. Donc des missions un petit peu plus vastes, mais tout à fait intéressantes. Et j'aime beaucoup en fait ce côté d'être à l'étranger, ou alors on va dire de pouvoir évoluer dans un milieu avec des personnes qui ont des points de vue différents de nous, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les problématiques énergétiques sont mondiales. La transition énergétique doit être mondiale. Donc, il faut absolument que nous, en tant qu'ingénieurs, donc, on ait des solutions techniques à apporter, mais on puisse aussi comprendre pourquoi certaines solutions peuvent ou ne peuvent pas être implémentées dans des pays. Et c'est extrêmement important, effectivement, d'avoir cette relation avec vraiment des personnes qui vivent à des modes de vie complètement différents de nous. Alors, c'était beaucoup plus différent à Singapour que ça ne l'est en Suisse, qui est vraiment proche de la France. Mais il y a effectivement des comportements, des mentalités différentes qui sont tout à fait passionnantes à comprendre et ensuite pouvoir essayer d'adapter les solutions techniques qu'on peut leur proposer justement pour que ça s'adapte à leurs critères. Donc, tout ça, donc, il y a l'approche économique, il y a l'approche culturelle qui doit être prise en compte dans les projets. C'est très intéressant. Pour finir, je vais
rappeler un petit peu les appuis qu'on dispose en tant qu'ingénieur INSA. Il faut surtout, quand on est jeune diplômé ou en études encore, s'appuyer sur le réseau. C'est vraiment quelque chose, on n'a pas forcément, nous, en tant qu'ingénieurs français, cette mentalité de vouloir faire du réseautage et aller discuter un petit peu à droite à gauche pour avoir les bonnes solutions. Pourtant, c'est quelque chose qui est tout à fait prédominant. Ça m'a permis, moi, d'avoir mes deux premiers emplois dans la transition énergétique. Donc, le réseau qui peut être le réseau INSA, le réseau français en règle générale quand on part à l'étranger, hein, comme on le dit souvent, on n'est jamais plus français qu'à l'étranger. Donc, c'est vrai, ça, en s'éloignant, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'affinités avec des réseaux différents qui sont ingénieurs français, etc. Donc, vraiment s'appuyer sur ces réseaux-là pour intégrer les entreprises à valeur humaniste et à valeur de transition énergétique qui vous intéressent. Ensuite, il y a aussi tout l'écosystème. Quand on arrive dans un nouveau pays ou dans un nouvel endroit, c'est ultra important de se mettre là, dans les associations locales, dans les actions. Donc, ça peut être vraiment national ou régional, voire international. Mais voilà, rencontrer du monde au maximum, comprendre où est-ce qu'on évolue et comment est-ce qu'on peut influencer la transition énergétique dans le bon sens. Et pour finir, voilà, on a vraiment un impact, nous, cette jeune génération, on va dire. On a la chance d'avoir ces informations-là dès l'école, chose qui n'était pas forcément accessible il y a quelques années. Donc, on a peut-être une meilleure compréhension dès la sortie d'école que certaines personnes. Et il faut vraiment penser voilà, à continuer à se former, à sensibiliser les autres et à vraiment être vecteur de la transition énergétique autant que possible. Donc, voilà. Merci beaucoup, Quentin, pour avoir partagé ton expérience en tant que jeune diplômé, mais déjà un parcours très riche et très international. Et je vous propose maintenant un vol direct Genève-Singapour pour rejoindre Dora. Merci, bonsoir, bonjour à tous. Donc moi, je suis, on peut dire, jeune diplômée. J'étais diplômée il y a 5 ans de l'INSA Lyon, de génie civil. Donc en fait, j'étais pas vraiment dans le domaine de l'environnement quand j'étudiais à l'INSA, quand j'ai fait mes stages et même mon premier boulot à Paris. Mais par contre, j'ai pu avoir la chance et l'opportunité de partir à l'étranger. Donc, j'ai pu faire 2 stages à Taïwan et un échange universitaire d'1 an en Corée du Sud, qui m'ont permis vraiment de découvrir d'autres cultures, surtout en Asie. En fait, mon choix de carrière a été fait plutôt par mon dernier stage, qui était en assistante à maîtrise d'ouvrage. Donc, en gros, c'est de la gestion de projet pour des projets de construction liés au bâtiment. Donc mon dernier stage à Lyon m'avait vraiment plu, donc j'ai décidé de continuer là-dedans pour mon premier poste. Et donc même si j'avais envie de partir à l'étranger pour mon premier job, je me suis retrouvée à Paris à être conductrice d'opération. Donc c'est aussi de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la SNCF. Donc je faisais partie d'une entreprise qui est filiale de la SNCF. Pour des travaux dans une grande gare parisienne. En fait, oui, j'étais partie pour continuer dans ce métier qui me plaisait, mais qui n'était pas du tout en rapport avec l'environnement. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai voulu partir à l'étranger. Et donc, j'ai cherché une opportunité plutôt en Asie, et j'en ai trouvé une à Singapour via un VIE, volontariat international en entreprise, qui était dans une entreprise, une start-up française qui s'appelle Vivret et qui, elle, est dans le domaine de l'environnement, de l'énergie. Et j'ai eu la chance de partir à Singapour grâce à cette opportunité. Donc, Vivret, en fait, ils travaillent avec les gestionnaires de bâtiments, les bâtiments pour optimiser la consommation énergétique d'équipements qui consomment de l'énergie dans les bâtiments. Donc, ça peut être la climatisation, le chauffage et autres équipements. Et ils travaillent avec les données pour contrôler ces équipements au mieux et faire en sorte qu'on n'utilise pas plus d'énergie qu'on ait besoin, qu'on achète l'énergie au bon moment pour que ce soit moins cher, etc. Et au final, qu'on réduise la consommation énergétique des bâtiments. Donc, quand je suis arrivée à ce poste, je suis arrivée dans le poste de commercial. Donc, ingénieur commercial. Je connaissais pas grand-chose au commerce, je connaissais pas grand-chose à l'énergie.
mais ça m'a permis de découvrir ce domaine et d'être de plus en plus intéressée par le domaine de l'environnement. En fait, grâce à ce poste, ça m'a donné envie d'agir, d'être actrice dans la transition énergétique et aussi environnementale, de convaincre le plus de monde possible d'installer ce genre de solutions, de systèmes dans leurs bâtiments, par exemple, et de comprendre que ils peuvent faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont. Et c'est ça vraiment qui m'a motivée. Le fait de pouvoir avoir une action et pouvoir avoir un impact auprès de beaucoup d'acteurs, de gestionnaires de bâtiments à Singapour. Et le fait d'être à Singapour aussi m'a permis de découvrir beaucoup du pays. Et ce poste justement de commercial m'a fait parler à beaucoup de gens. Donc ça, c'était très intéressant, puisqu'en fait, je parlais à beaucoup soit des gestionnaires de bâtiments, des personnes qui travaillent dans le domaine de l'environnement, du développement durable, etc., qui cherchaient des solutions, et d'avoir des visions différentes sur l'environnement. Donc à Singapour, il y a un peu de tout. Il y a des entreprises qui sont très avancées, il y en a qui ne le sont pas du tout, qui s'en fichent un peu, qui veulent juste que tout marche bien. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir différents avis et aussi d'essayer de convaincre les différentes personnes. Et ensuite, je suis arrivée chez Vinci Énergie, donc c'est mon poste actuel depuis un peu moins de 3 mois. Donc chez Vinci Énergie, je suis en charge de l'environnement pour les régions Asie-Pacifique et Middle East. Donc c'est un poste régional. Et en gros, mon rôle, c'est d'aider les différentes entreprises dans différents pays pour implémenter des objectifs et des actions pour réduire leur empreinte carbone, pour optimiser leur économie circulaire, utiliser moins de ressources, recycler plus, avoir un impact moindre sur l'environnement et d'autres actions également. Et ce que je vois en fait dans ce poste, surtout dans une entreprise aussi grande que Vinci Énergie, c'est que les jeunes ingénieurs, les jeunes diplômés sont vraiment bien vus parce qu'on on est beaucoup plus sensibilisés à l'environnement. Disons que pour les managers, pour les directeurs, en fait, ils entendent de plus en plus, ils sont de plus en plus sensibilisés, mais c'est pas depuis très longtemps qu'ils le sont. Alors que les générations plus jeunes sont plus mobilisées par rapport à ce sujet et sont vraiment beaucoup plus motivés pour avoir un impact, pour générer du changement, etc. Donc, ce que je vois chez Vinci Énergie, c'est ce qu'on voit généralement dans les grandes entreprises, c'est que les jeunes diplômés sont vraiment recherchés parce que il y a beaucoup d'idées de nouvelles idées qui sont générées et une sensibilisation beaucoup plus marquée. Donc voilà pour mon parcours. Merci beaucoup, Dora. On le voit, hein, c'est en quelques années beaucoup de facteurs différents, des déterminants qui vont justement orienter un parcours dans une direction plutôt qu'une autre. Alors, back to the US, et donc c'est de Boston que Frédéric va nous parler. Et merci encore de t'être levé tôt, Frédéric. Et bonjour à tous et merci Marie-Pierre et toute l'équipe à l'INSA pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir échanger et de partager mon expérience. Donc moi, ce que je voulais juste commencer, c'était simplement rappeler l'opportunité associée à la transition écologique. Je pense que la plupart du temps, on est un peu anxieux et c'est un défi qui paraît insurmontable. Moi, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que c'est une opportunité, surtout quand on est ingénieur et que notre rôle, c'est de concevoir et construire les systèmes de demain. On est en train d'avoir un besoin de passer de grosso modo de 80% d'énergie fossile à 1% en 2050. Que c'est pas juste on pense tout le système, à la production,
des biens, que ce soit le béton, le textile, toutes sortes, tous les produits qui nous entourent. C'est la production d'électricité, bien sûr, et le stockage. Donc, on entend beaucoup du renouvelable. C'est sûr que c'est un gros aspect, mais c'est une partie. Il y a toute l'énergie qui s'en va au transport, à la mobilité, et pas que les voitures. Il faut penser à tout le fret aérien, le fret maritime. Il y a des énormes enjeux de reconception de toute la flotte de transport maritime en ce moment, par exemple. Il y a le secteur de l'agriculture aussi. Il y a un secteur avec beaucoup d'opportunités pour réduire les émissions et repenser les chaînes un peu d'approvisionnement et de production. Et enfin, c'est le bâtiment, tout ce qui est l'environnement urbain. Et donc, dans ces 5 secteurs, toutes les disciplines d'ingénierie sont nécessaires, en passant de l'ingénieur électrique à l'informatique, au civil, et j'en passe. Donc, moi, ce que je vous encourage, c'est de penser à comment vous pouvez appliquer votre expertise pour concevoir, construire, maintenir, opérer les systèmes de demain dont on a besoin. Et de le faire dans des secteurs qui vous passionnent. Donc, de pas forcément de pas faire un compromis par rapport à j'aime les avions, mais les avions, ça pollue, donc je ne vais pas travailler dans l'aviation, mais plutôt de penser à comment vous pouvez accompagner le secteur aérien dans la transition. Et donc, dans ce cadre-là, vraiment, chaque cerveau disponible compte. C'est quelque chose que j'ai compris, en fait, graduellement. Et au début, moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais ingénieur informatique. J'ai commencé dans une petite compagnie à Londres de logiciels. Après, j'ai fait du conseil à Paris dans les gros projets d'infrastructure informatique, dans les banques, les assurances. Et pour moi, ce qui était intéressant, c'était le défi intellectuel, on va dire, et le challenge professionnel. Mais je ne pensais pas forcément à est-ce que je contribue à un futur qui a de l'importance pour moi. Et en fait, ça, c'est venu graduellement. Et le déclic, c'était en 2009. En 2009, j'ai eu la conférence sur le climat à Copenhague. Et pour moi, c'était le déclic. J'ai lu simplement, je pense simplement par la presse, j'ai lu le rapport du GIEC, le groupement international d'experts sur le climat. Et c'était un rapport très scientifique. Ça m'a un peu rattaché à mes bases scientifiques d'ingénieur de première, deuxième année, où il y a beaucoup de données à analyser. Et ça m'a reconnecté un peu avec le côté vraiment scientifique. Et j'ai pris conscience du problème. Et pour moi, c'était le déclic où je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à travailler sans vraiment être conscient de l'impact sur le futur que je pouvais avoir. Donc, ça m'a pris une bonne grosse année à digérer ça et à savoir ce que j'allais en faire. Et j'avais déjà vécu à l'étranger et ça a été toujours une source d'enrichissement, d'inconfort, mais d'enrichissement. Et j'étais à Paris et tout allait plutôt bien. J'avais un bon job et donc c'était un peu le déclic de comment je me réoriente dans le développement durable et la transition énergétique et en même temps comment je me rechallenge et je sors un peu de cette zone de confort et donc j'ai décidé de combiner les deux, de repartir à l'étranger et d'étudier le sujet parce que moi j'étais ingénieur informatique, je n'y connaissais pas grand-chose au final. Donc j'ai fait une maîtrise en Polytechnique Montréal. Donc, c'est sûr que pour ça, le Canada, c'était super intéressant d'avoir un peu le côté francophone du Québec, mais aussi nord-américain. Et ça, c'était vraiment l'acte 2, on va dire, de ma carrière où j'ai pris un an en mission, tourner en cours, d'être excité par aller en cours tous les matins, d'apprendre. C'était vraiment un moment super intéressant, super enrichissant. Et puis ensuite, l'acte 3, je dirais, c'est la transition. Donc là, moi, c'était un peu un pari. Je ne savais pas si au Canada, j'allais trouver un job dans la décarbonisation. Mais c'est sûr que le point de Quentin du réseau, c'est super important. Donc, de revenir aux études, ça m'a permis en fait de reconstruire ce réseau-là et d'avoir un temps pour m'impliquer dans plein d'assos, de rencontrer plein de gens, de prendre chaque opportunité de rencontrer des gens, d'y aller, même si des fois, on n'a pas forcément envie. Ça prend beaucoup d'énergie de rencontrer des gens nouveaux. Et bon, souvent, c'est un peu inconfortable et donc, faut se forcer un peu. Mais cette année-là, cette année et demie d'études, ça m'a permis vraiment de faire ça, de construire ce réseau
Et finalement, les opportunités, elles viennent un peu d'elles-mêmes, en parlant à un tel qui connaît un tel, de faire des connexions, d'être au courant des posts qui sont en ligne ou qui vont être en ligne. Parce que souvent, les posts vraiment intéressants, prometteurs, on est au courant avant même qu'ils soient en ligne. Et donc, j'ai trouvé un travail dans la conversion de la biomasse. Donc, au Canada, il y a beaucoup d'arbres. La forêt, c'est une industrie encore importante, même si elle est en déclin à cause des marchés sur le papier. Mais justement, l'idée, c'était de comment utiliser des résidus forestiers pour faire des nouveaux produits qui pouvaient remplacer le pétrole dans les carburants, dans les matériaux avancés, dans les chimiques. Donc ça, j'ai fait ça pendant 6 ans, du consulting, où j'ai utilisé un peu mon apprentissage du conseil en informatique que je l'ai appliqué dans le conseil, dans la transition et dans le bio, ça s'appelle le bioraffinage, en fait, le raffinage de la biomasse. Et puis de là, en fait, j'ai trouvé l'opportunité à Boston. Ça, c'est aussi parce que ma femme avait une opportunité ici aux US. Donc, c'était semi-forcé, on va dire, mais au final, super opportunité avec Urban Future Lab, qui est un incubateur de start-up en changement climatique à New York. Puis moi, j'avais déjà été à Boston. Donc, avec le Covid, j'ai pu rester à Boston à distance. Et là, je m'occupe d'une nouvelle initiative qui regarde toutes les innovations autour de la capture de carbone, l'utilisation du CO2 comme ressource et pas comme déchet. Donc, comment on peut utiliser le CO2 pour faire des carburants, des matériaux, les matériaux de demain et aussi la séquestration du carbone. Donc, il y a un enjeu aussi, c'est qu'il faut pas juste arrêter d'émettre du carbone, mais aussi retirer du carbone à terme de l'atmosphère, un peu comme on a besoin d'enlever de l'eau d'une baignoire qui déborde. Donc ça, c'est des sujets aussi très émergents, avec beaucoup de technologies nouvelles, un peu folles, pas encore économiquement viables, avec énormément de risques, mais qui sont potentiellement nécessaires et prometteuses. Donc c'est un environnement intéressant. Et donc voilà, j'ai hâte de répondre à vos questions et de voir un peu comment on peut vous aider. Merci Frédéric. Donc 3 parcours, 3 continents et déjà beaucoup de messages, je pense, non seulement pour les étudiants futurs diplômés, mais pour vraiment toute notre communauté. Alors, je me tourne maintenant vers Hélène, qui est à Tokyo et qui va donc animer la partie questions-réponses. N'hésitez pas à continuer donc à poser vos questions, des commentaires sur le chat. Bonsoir tout le monde. Alors déjà, il y a une première question pour nos 3 intervenants. Quels critères en fait pour vous définissent en fait un travail comme bénéfique à la transition écologique? Et je me tourne d'abord vers toi, Dora, pour répondre à la question. Je dirais si on est en contact direct avec des entreprises qui ont des activités qui polluent par exemple ou qui consomment, enfin qui émettent du carbone, ou alors qui ont des choses à faire, des choses à améliorer au niveau des déchets, de leur impact sur l'environnement. Si on est en contact avec ces personnes-là, ces entreprises-là, et qu'on peut leur faire se rendre compte, qu'il y a beaucoup de choses à faire et les aider là-dessus, c'est là où on peut avoir un impact direct sur toutes ces entreprises, toutes ces actions. Merci. Et toi, Frédéric, quel est ton point de vue? Je dirais déjà qu'il faut un peu faut prioriser. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous dans la transition écologique? Est-ce que c'est vraiment le climat et la décarbonisation qui est un enjeu? On sait qu'il y a un enjeu vraiment majeur à l'horizon dans 20 ans, 50 ans, 100 ans, même pour toute l'écologie, mais pour l'homme en priorité. Mais ça peut aussi être les écosystèmes. Donc, par exemple, vous pouvez être concerné par la qualité des sols, ça peut être l'eau, la qualité de l'eau, l'accès à l'eau, et ça peut être la biodiversité. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire sur vous-même de définir les priorités dans ce gros paquet qu'est l'écologie et ensuite de trouver un travail dans ce secteur-là. Après, je pense qu'il y a aussi le travail et il y a l'entreprise. Et l'entreprise, moi, je vous encourage à être super critique sur l'entreprise et de voir est-ce qu'ils ont
des cibles transparentes, claires. Donc moi, je suis vraiment très carbone et climat, donc j'ai souvent parlé de ça, mais ça s'applique aux autres dimensions. Est-ce qu'ils ont une cible de décarbonisation en 2050 pour leurs opérations? Est-ce qu'ils ont une cible intermédiaire à 2030? Est-ce si je suis une compagnie dans la technologie, c'est assez facile de me décarboner. Je peux juste acheter de l'énergie renouvelable. Mais est-ce que je travaille avec mes clients en amont ou avec mes fournisseurs en amont, mes clients en aval pour les aider à décarboniser leurs opérations aussi? Donc ça, regardez dans leur rapport annuel de développement durable, les présentations aux investisseurs, est-ce qu'ils parlent de ça? Et est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont des cibles d'investissement? Et quel est le pourcentage de l'investissement annoncé par rapport à l'investissement global qu'ils font chaque année? Donc souvent, ils disent ouais, on investit 2 millions dans la transition écologique, mais s'ils investissent chaque année 2 milliards, ça a aucune signification. Donc, on pourra peut-être reparler de ça plus tard, mais je pense que faire un travail critique sur l'employeur et sur l'entreprise, c'est vraiment important pour aussi changer tout ce système. Frédéric. Et toi, du coup, Quentin? Ouais. Alors, moi, je rejoins pas mal Frédéric aussi sur le fait que ça dépend aussi du secteur, mais qu'il faut prendre en compte un petit peu l'échelle globale. Donc, Frédéric parle beaucoup, par exemple, du carbone. Moi qui suis plus dans le bâtiment, voilà, qu'est-ce qu'on prend en compte au final quand on parle de bénéfices écologiques? Est-ce qu'on prend en compte l'énergie grise du bâtiment, donc c'est-à-dire toutes les ressources nécessaires à extraire du sol, l'énergie qu'il faut pour créer tous les bâtiments, tous les matériaux nécessaires à la construction? Est-ce qu'on parle de phase d'exploitation, de phase de maintenance, de phase de destruction et ensuite d'alimentation du bâtiment a posteriori une fois qu'il est terminé? Donc voilà, ça dépend vraiment des limites et du secteur où on est. Mais il ne faut pas juste se fixer sur un ou deux critères et regarder ces critères parce que généralement, il peut y avoir des impacts en amont ou en aval sur d'autres critères écologiques et environnementaux. Merci. On a aussi d'autres questions qui sont un peu plus autour de comment vous avez fait en fait pour quelque part vous trouver dans ce domaine de la transition. Est-ce que tout le monde a sa place là-dedans? Est-ce que je veux dire, c'est un secteur où tout le monde peut trouver un emploi aujourd'hui? Est-ce que l'un de vous veut rebondir sur ça? Moi, je pense que tout le monde, il y a une place pour tout le monde et on n'a pas eu personnellement, mon parcours démontre que je n'étais pas prédestiné et je n'avais pas l'expertise spécifique et c'est possible d'apprendre sur le tas et de se faire une place dans la transition. Et comme je disais au début, il y a vraiment tous les secteurs d'activité dans la société ont besoin d'opérer cette transition. Donc, il y a une place vraiment pour tout le monde. Donc, je ne pense pas qu'il y a une certaine excellence requise et je vous encourage vraiment tous à réfléchir à comment vous pouvez appliquer votre compétence, votre expertise et si vous ne l'avez pas, de l'acquérir. Et ça peut aussi également commencer avec un travail au sein de l'entreprise actuelle, si vous avez déjà un travail. C'est de travailler sur la RSE de l'entreprise, donc la responsabilité sociale de l'entreprise, essayer de faire bouger les lignes d'abord en interne, et puis après, en parallèle, se former sur des sujets qui nous intéressent plus pour ensuite aller vers un métier qui a un impact plus important au sens où nous, on le conçoit, au final. Parce que chaque personne a vraiment un appétit différent sur la transition énergétique et sur la valeur que son métier va avoir et l'impact que son métier va avoir sur la planète, quoi. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Aujourd'hui, en fait, la plupart des entreprises, en tout cas les grosses entreprises, ont annoncé publiquement qu'ils avaient des objectifs de réduction de carbone et autres. Et en fait, il y a beaucoup de travail qui est fait avec les fournisseurs, avec les clients. Et du coup, de plus en plus d'entreprises sont mobilisées pour répondre à ces objectifs, pour réduire l'empreinte carbone, réduire les déchets, etc. Et du coup, dans les prochaines années, beaucoup de métiers vont être liés à l'environnement et on va tous être mobilisés dans ce sens-là.
J'ajouterais, il ne faut pas avoir peur de s'auto-former. C'est encore un domaine qui est assez neuf et jeune et il ne faut pas hésiter aussi à créer des nouveaux métiers. Et du coup, alors, une autre question qui est par rapport parfois à vos convictions personnelles, à ce que vous aimeriez en termes d'impact. Est-ce que les entreprises dans lesquelles vous travaillez mettent en action? Est-ce que vous voyez parfois des décalages? Comment vous vivez ce décalage? Et peut-être là, je m'adresse plus à Dora et puis à Quentin. Moi, je peux commencer. Ouais, l'entreprise dont je fais partie, Vinci Énergie, en fait, elle est constituée en gros de beaucoup d'entreprises locales, donc qui sont dans plein de pays dans le monde entier. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des niveaux d'avancement, de connaissances sur le sujet, d'action qui sont très différents. Donc, d'un pays à un autre ou d'un bureau à un autre, on va avoir peut-être des sites qui font pas grand-chose sur leurs déchets, sur la réduction de leur flotte de véhicules, etc. Donc, c'est vrai qu'on aimerait faire bouger les choses. Il y a aussi le fait d'avoir ses habitudes. Donc, il y a bon, c'est présent dans beaucoup d'entreprises. Il y a un process qui est en place. Personne ne veut le changer parce que ça embête tout le monde. Et du coup, c'est vrai que le fait de bouger les choses, ça peut être plus ou moins difficile. Mais au final, ce que je vois, en tout cas dans mon domaine, c'est qu'on va être obligé de changer les choses. On va tous être obligés d'être acteurs. Donc, ouais, c'est intéressant d'essayer de convaincre les personnes ou les sites qui seraient moins enclins à aller de l'avant et à les pousser pour, ouais, comme je dis, pour aller dans le bon sens. Okay. Pour finir par rapport à Dora, donc moi j'ai des problématiques un petit peu différentes parce que je suis dans une petite entreprise, un bureau d'ingénieurs d'une 40aine de collaborateurs. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, on est nombreux en proportion à vouloir avancer principalement sur des projets à vecteur transition énergétique ou alors avec un impact environnemental. D'ailleurs, on est même en train de créer un nouveau pôle au sein du département sur justement l'éco-construction et la durabilité. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est un processus qui est en cours. Et par contre, on aimerait en effet avoir des projets qui ont un impact, on va dire, plus grand. Parce que, étant donné qu'on est un petit bureau d'ingénieurs, on ne va pas avoir des impacts à l'échelle nationale ou internationale, chose qu'une grosse entreprise peut avoir plus facilement. Donc, il y a des enjeux différents en fonction de l'entreprise où vous êtes, bien sûr. Merci. Et du coup, une autre question, en fait, parfois, donc, ces stratégies de transition écologique impliquent parfois des coûts supplémentaires ou peut-être revoir certains process, comme tu disais, ou de l'optimisation qui est un peu impactée. Est-ce que vous voyez ça? Comment ça se passe dans vos entreprises respectives? Est-ce qu'il y a une ouverture par rapport à ça, à accepter certains coûts, entre guillemets? Peut-être du coup, Dora. Ouais, c'est vrai que oui, si par exemple on compare deux solutions et qu'il y en a une qui permet disons, de réduire beaucoup plus si on parle des véhicules, par exemple, de passer aux véhicules électriques ou alors de rester à la voiture thermique, c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui d'acheter un nouveau véhicule qui soit électrique et de changer le process pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse l'utiliser. Mais c'est quelque chose qui va aider à atteindre des objectifs, par exemple, ou qui va aider l'entreprise à avoir moins d'impact sur l'environnement, sur les impacts carbone. Et du coup, c'est quelque chose qui doit être fait. En fait, même si c'est quelque chose qui est plus coûteux ou qui modifie le process, qui est embêtant au premier abord, c'est un choix qui va devoir être fait et qui va être pris par l'entreprise pour répondre aux objectifs qui sont fixés ou alors pour avancer, pour réduire son empreinte.
Avant de passer par toi, Quentin, je voulais aussi voir Frédéric, si tu pouvais donner ta perspective peut-être par rapport à ça. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un argument, enfin, oui, coût, mais il y a aussi l'argument opportunité. C'est coût versus opportunité. C'est quoi le marché? Quelle est la tendance de marché à 5 ou 10 ans? Et est-ce que ce coût va nous permettre de tomber par le marché? Le domaine de l'automobile, c'est quasiment de la folie maintenant de pouvoir des programmes d'investissement dans l'électrique. On voit que tout le marché est en train de changer hyper rapidement. Aux États-Unis, je sais pas si vous avez vu, il y a le Ford, le gros pick-up, le pick-up historique Ford F-150 qui a été annoncé électrique par Ford. Ça, c'est 900 000 unités par an. Donc, il y a toujours un peu il y a ce débat-là du green premium. Quel est le coût qu'on a payé en plus pour passer à du vert? C'est rare que les compagnies prennent des décisions uniquement parce que c'est vert. Il y a un modèle d'affaires derrière, mais ça se monte généralement en interne. Et s'il n'y a pas de modèle d'affaires, je pense que c'est juste pas viable et ça sert à rien de se taper la tête contre les murs. Quentin, tu voulais rebondir? Exactement. Je voulais parler également du modèle d'affaires et après peut-être d'essayer de faire changer les mentalités sur. Alors, je ne vais pas parler du véhicule parce que je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais peut-être sur le bâtiment. Effectivement, d'utiliser des matériaux plus durables qui vont faire baisser les coûts d'exploitation. Mais en fait, si on regarde sur le cycle de vie d'un bâtiment, eh ben, la rentabilité financière peut être meilleure, même si on investit plus initialement. Donc ça peut être des exemples de projets où oui, il faut investir au début, mais il y a une meilleure rentabilité sur les années suivantes. On crée une valeur ajoutée à ce bâtiment, donc on peut aussi vendre les loyers plus chers, etc. Donc il y a aussi, en prenant en compte d'autres paramètres que juste le coût initial, on peut faire valoir des arguments corrects pour la transition énergétique et la transition écologique. Il y a une question intéressante aussi que se pose probablement quelqu'un qui recherche un emploi, c'est les conseils pour faire évoluer, ou plutôt quelqu'un qui est en poste, pour faire évoluer un poste ou une entreprise dans la transition quand ce n'est pas forcément le cas à la base ou qu'il n'y a pas forcément d'offres en fait, qui présentent cet aspect-là. S'il y a des conseils par rapport à ça pour influencer en interne. Est-ce que l'un de vous se lance? Je ne sais pas si je suis super bien placé pour répondre à cette question, étant donné que je n'ai jamais travaillé effectivement dans des boîtes assez importantes. Donc, le modèle de fonctionnement dans des entreprises, des PME est quand même complètement différent. Donc, les leviers d'action sont différents. Donc, je ne sais pas en fonction de la taille de l'entreprise qui peut être réalisée ou pas. En effet, j'ai entendu dire en discutant avec certains de mes anciens collègues qui travaillent dans des boîtes plus grandes que c'est effectivement plus compliqué de faire bouger les rangs à l'intérieur d'une grosse entreprise que d'une petite entreprise. Mais je vais peut-être laisser Dora et Frédéric qui ont plus d'expérience dans les grandes boîtes répondre à cette question. Ouais, c'est vrai que ça dépend beaucoup de l'entreprise et de comment est fait le management, comment est faite l'organisation. Après, même au niveau, même si on fait partie d'une grande entreprise, on peut faire des actions à notre niveau. Par exemple, si on parle d'un bureau, faire en sorte de convaincre ses collègues de pas utiliser des gobelets en plastique. Enfin, c'est des choses un peu qui sont un peu sommaires aujourd'hui, mais qui peuvent être toujours faites dans le quotidien. Donc, il y a des actions qui peuvent être faites à notre niveau et ça peut être remonté ensuite peut-être au management et être appliqué ensuite à plus de sites ou à toucher plus de monde. Donc, c'est vrai que c'est des sujets qui touchent de plus en plus de personnes aujourd'hui. Donc, avoir l'initiative peut-être de mettre en place des choses à notre niveau. Ça peut être ensuite répliqué et avoir un impact plus grand. Il peut y avoir aussi, ça peut être aussi le poste, le libellé du poste, c'est peut-être pas exactement ce que vous cherchez. C'est pas conception de nouveaux procédés pour décarboner l'industrie lourde.
mais ça peut être un poste traditionnel d'ingénieur de procédés dans une compagnie qui a une mission qui est alignée avec la transition technologique. Donc, par exemple, je ne sais pas si je ne veux pas faire forcément nommer une entreprise particulière, mais il y a des entreprises actuellement qui annoncent des nouvelles unités d'affaires dans le climat ou ou je veux dire même Dora actuellement peut-être dans une compagnie dont le métier c'est de réduire l'impact environnemental. Donc on n'est pas le titre du poste, enfin, ou on peut faire un rôle d'ingénieur traditionnel dans une compagnie qui contribue à la transition, ou alors on peut avoir un poste qui contribue à la transition dans une compagnie traditionnelle, on peut dire. Donc il y a aussi ces aspects. Mais dans les deux cas, je pense que c'est compliqué, c'est une question qui est difficile. Et si vous ne trouvez pas de levier pour faire évoluer le poste aussi, moi je pense qu'il faut regarder ailleurs, il faut regarder d'autres entreprises, d'autres postes. Faut être ouvert à la mobilité, surtout en tant qu'ingénieur. Je vais me permettre de reprendre la main. Frédéric, Dora, Quentin, un tout dernier message finalement que vous souhaitez adresser à notre audience aujourd'hui. Je peux commencer. Moi, je dirais de se lancer, de ne pas avoir peur si jamais vous êtes parti sur un métier qui n'est pas lié à l'environnement, mais vous aimeriez y travailler, comme c'était mon cas. De pas hésiter même si vous n'avez pas forcément la formation liée à l'énergie ou que vous venez pas de ce domaine. Moi, j'ai vu de mon expérience que y a complètement la possibilité de changer, comme l'expliquait Frédéric aussi, et d'avoir une place dans ce domaine et d'être vraiment acteur de la transition environnementale. Merci Dora. Quentin, Frédéric. Ouais, effectivement, si je peux juste ajouter que voilà, même si vous êtes encore étudiant et que justement vous ne savez pas trop si vous voulez vous engager là-dedans, foncez parce que c'est vraiment un domaine qui est hyper intéressant et qui est hyper porteur et qui ouvrira de plus en plus de postes dans les prochaines années. Donc voilà, même s'il faut au début passer pas mal de temps pour rechercher, pas mal de faire d'événements de networking et discuter avec pas mal de monde, ça vaut le coup d'avoir un métier qui est un minimum en adéquation avec ses valeurs, notamment si on travaille sur la transition écologique et environnementale. Merci Quentin. Frédéric, un dernier. Je dirais juste de toujours continuer à lire et à s'informer. C'est des sujets qui évoluent extrêmement rapidement et qui sont pleins de compromis et de complexité. Donc, il n'y a pas vraiment… La transition écologique, c'est un abus de langage parce que il n'y a pas un système où il y a zéro impact. C'est juste qu'est-ce qui est meilleur, significativement meilleur d'un point de vue d'émissions de CO2, d'un point de vue de pollution des sols et de l'eau par rapport à aujourd'hui. Et il faut comprendre que tous les nouveaux systèmes qu'on va construire auront des impacts environnementaux. Donc, il y a toujours des compromis à faire. On est en train d'aller finalement, on utilise du pétrole, maintenant on va utiliser des minerais pour faire des batteries. Est-ce qu'on va réussir à recycler les gros enjeux de recyclage des minerais? Les demandes en matériaux vont être énormes. Et donc, je pense qu'il faut rester très ouvert d'esprit, pragmatique, pas être dogmatique et comprendre que c'est très complexe, il y a beaucoup de compromis à faire. Et donc, pour ça, le meilleur moyen, c'est de s'informer, de lire, de remonter toujours à la source scientifique et pas juste de prendre des bribes à droite à gauche dans les médias et de creuser, toujours creuser. C'est vraiment passionnant, donc j'espère que ça peut aussi occuper vos soirées au-delà des séries et d'autres trucs d'autres Merci médias. Frédéric. Ouais, merci beaucoup Frédéric. Merci à tous les trois. Avant de clore ce talk, bien sûr un petit sondage pour avoir votre feedback à la fois sur l'événement d'aujourd'hui, mais aussi sur les perspectives de futurs INSA Talk. Je voudrais aussi en profiter pendant ce temps-là pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Il y a bien sûr Bénédicte qui était à Turin et qui nous a assisté aussi sur la partie technique. Elle est
aussi une diplômée, Hélène, et puis Véronique Deruel, que je n'avais pas encore citée, directrice de la communication du groupe INSA, toute son équipe. Merci également à INSA Alumni. Abdelatif, merci beaucoup. Merci à nos 3 diplômés, encore une fois, pour leur témoignage très inspirant. Et à vous tous pour les échanges, vos réactions, vos questions. Encore une fois, je pense que c'était particulièrement riche. Alors, j'évoquais en début de séance un rendez-vous mensuel. Je vous propose cependant une trêve estivale et nous reprendrons le cycle des INSA Talks à la rentrée. Alors, à vous, les étudiants INSA, bonne chance pour vos examens et à vous tous, restez connectés, soyez tous ambassadeurs de la marque INSA. Je me permets peut-être, pour conclure, de citer Bertrand Raquet, directeur de l'INSA Toulouse et président du groupe INSA, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, et il s'en excuse, et qui disait encore il y a peu, il faut apporter justement de nouvelles compétences à nos élèves ingénieurs INSA, mais pas que, finalement, il s'agit de toute une génération. Et cela nous ramène aussi au modèle INSA, et je pense notamment à un des cofondateurs, Gaston Berger, qui prenait déjà des ingénieurs nourris par les humanités et qui parlait d'ingénieurs philosophes. Alors, soyez ingénieurs philosophes, soyez acteurs de la transition écologique. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée à toutes et tous. Bonnes vacances, bel été, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux INSA Talks. Et comme je l'exprimais tout à l'heure dans le chat, pour ceux qui peuvent et qui veulent, nous laisserons quelques salles virtuelles ouvertes pour continuer les échanges. Encore un grand merci à toutes et tous et bonne continuation. Et surtout, n'hésitez pas à suivre le groupe INSA sur les réseaux sociaux. À très vite.